Appelle maintenant la discussion du projet de loi relatif au contrôle du commerce des produits chimiques, précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes. La parole est à Monsieur le ministre de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les députés, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui, c'est un des éléments du dispositif que notre pays s'attache à mettre en place pour contribuer au mieux, grâce au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances chimiques, à la lutte contre le fléau que constitue le trafic souvent international de drogue et de stupéfiants. Ce dispositif repose en particulier sur une mobilisation de l'industrie et du négoce chimique qui nous ont, à la suite de nombreuses discussions, assuré de leur soutien. Il complète les efforts que nous menons quotidiennement contre les trafiquants de drogue avec, je crois, et cela doit être souligné, davantage de détermination et de sévérité que certains de nos partenaires, aussi bien directement en traquant les réseaux clandestins qu'indirectement en recherchant avec l'appui du système bancaire les opérations de blanchiment de l'argent sale. Ce projet s'inscrit dans une double démarche de coopération internationale et d'association des milieux professionnels à l'action des services d'enquête dont il paraît utile de retracer rapidement l'historique. Depuis plusieurs années, des réflexions ont été menées au plan international, notamment dans le cadre du programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues, sur la liaison entre les produits chimiques et la fabrication des drogues et substances psychotropes. Elles ont fait ressortir que certaines substances chimiques jouaient un rôle essentiel, aussi bien pour élaborer des stupéfiants à partir de produits naturels, comme la cocaïne extraite de la feuille de coca et l'héroïne indirectement issue du pavot, ou pour produire des drogues de synthèse telles les amphétamines, l'ecstasy, le LSD ou la phénylcyclidine. Il apparaissait ainsi qu'une surveillance appropriée du commerce légitime de ces substances chimiques devrait permettre aussi bien d'éviter une large part des détournements vers les trafics frauduleux que d'identifier, à partir des déclarations de soupçons des opérateurs industriels ou commerciaux légitimes, les circuits clandestins susceptibles de participer à de tels détournements. C'est ainsi que la Convention des Nations Unies destinée à lutter contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes a été adoptée à Vienne le 19 décembre 1988. Elle comporte notamment un article 12 relatif au contrôle du commerce international des précurseurs chimiques, c'est-à-dire, je cite, des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et susceptibles d'être détournées du commerce légal dont elles sont l'objet. Cette convention a été ratifiée par la France le 2 juillet 1990. Dès lors que les prescriptions de l'article 12 affectaient la réglementation communautaire en matière douanière, le Conseil des ministres de la Communauté a également décidé de conclure la Convention de Vienne le 22 octobre 1990. La Commission des communautés, plusieurs États membres de l'Union européenne, dont la France, ont ensuite participé aux travaux du groupe d'action sur les produits chimiques, groupe international d'experts créé par le sommet économique de Houston, G7, le 10 juillet 1990. Les travaux de ce groupe ont conduit à affiner la liste des substances chimiques concernées, analyser les méthodes de détournement de ces substances et proposer des procédures efficaces s'appuyant sur les opérateurs légitimes de l'industrie et du commerce afin d'éviter de tels détournements et de détecter les commandes suspectes qui permettraient d'identifier les trafiquants se livrant à la fabrication illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Le rapport final du groupe a été approuvé à la réunion du G7 à Londres le 15 juillet 1991. Ce rapport estimait nécessaire le contrôle international du commerce de 22 substances chimiques répertoriées en 3 catégories. La première catégorie est composée de 11 substances
dont la composition moléculaire comporte le principe actif de drogue de synthèse. Ce sont des substances dont les usages légaux répondent pour la plupart aux besoins de l'industrie pharmaceutique, c'est le cas de l'éphédrine, l'ergotamine ou la phénylacétone. Toutefois, certaines d'entre elles, comme le pipéronal ou le safrole, connaissent des utilisations plus disséminées, notamment pour la fabrication de bases pour la parfumerie, et sont donc employées dans des entreprises moins préparées à des contrôles précis que l'industrie pharmaceutique. La deuxième catégorie comporte 4 substances qui sont soit des précurseurs plus éloignés de drogues de synthèse, tels l'acide phénylacétique dont dérive le phénylacétone, soit des réactifs pratiquement indispensables pour l'élaboration du stupéfiant, comme l'anhydride acétique, pour la fabrication de l'héroïne. La troisième catégorie est composée de 7 produits beaucoup plus courants, soit des agents d'acidification ou d'oxydation, c'est le cas de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique ou le permanganate de potassium, soit des solvants, c'est le cas de l'acétone, de l'éther éthylique, du méthyléthylcétone ou du toluène. Naturellement, ces différentes catégories requièrent des niveaux de contrôle différents. La catégorie 1 nécessitant la plus grande attention, aussi bien dans le commerce national que dans le commerce international. La troisième catégorie, en revanche, concerne des zones de production localisées dans le monde, en pratique celle de culture de coca en Amérique latine ou de pavot en Asie. Au plan international, la liste des 22 substances et leur répartition selon les 3 catégories ont été avalisées par la Commission des stupéfiants de l'ONU en avril 1992 dans le cadre juridique de la Convention de Vienne. C'est pour tenir compte de la Convention de Vienne et des recommandations du G7 que le Conseil des ministres de la Communauté européenne a adopté tout d'abord le règlement 992 du 31 mars 1992 relatif au contrôle du commerce des substances concernées avec les pays tiers, modifiant un premier règlement de 1990, puis le 14 décembre 1992, la directive 92-109 relative à la fabrication et à la mise sur le marché communautaire de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, directive qui a ensuite été modifiée le 22 juin 1993 par la directive 93-46 CE de la Commission. Afin de faire face aux obligations auxquelles il avait ainsi souscrit, notre pays s'est d'abord donné une organisation administrative susceptible de répondre aux buts visés et qui permettent notamment de désigner une autorité compétente pour la mise en œuvre de la collaboration administrative internationale, qu'elle soit intra- ou extra-communautaire. Les réflexions interministérielles conduites à cet égard sous l'impulsion de la Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie ont conclu que pour établir une discipline au sein des entreprises de fabrication et de négoce chimiques et pour privilégier la prévention et l'échange d'informations, l'organisation du dispositif devait incomber au ministre chargé de l'industrie. C'est ainsi que par arrêté interministériel du 11 mars 1996, 13 était créée à cette fin, aux côtés du ministre, une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques. Cette mission est constituée d'agents du ministère et de fonctionnaires mis à la disposition par la police et les douanes. Elle trouve également auprès de ses services tout l'appui nécessaire en matière d'information ou de renseignement. Les pouvoirs propres au directeur général des douanes et des droits indirects, qui résultent de l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger, ont permis d'appliquer assez simplement par des mesures réglementaires les prescriptions du règlement communautaire. Cela fut fait par une série d'avis aux exportateurs, dont la dernière mise à jour remonte au 6 décembre 1994 par le décret 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques, précurseurs de drogue ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la communauté européenne, et l'arrêté d'application du même jour, enfin, par l'avis aux importateurs du 27 octobre 1995. En revanche, la transposition de la directive, ayant pour effet de limiter la liberté du commerce et la mise en place de sanctions pour les manquements aux obligations faites aux opérateurs, nécessitait une loi. C'est le texte qui vous est soumis. Il a été adopté par le Conseil des ministres le 19 avril 1995. Il a donc pour objet de transcrire en droit interne la directive 92-109 modifiée et de mettre en place un système de sanctions.
Il a été établi dans le cadre d'une large concertation interministérielle, mais aussi après consultation des professions concernées, car en définitive, au-delà des prescriptions réglementaires, c'est d'abord la collaboration de ces professions qui est recherchée pour plus de vigilance, une meilleure information de l'administration, en particulier lorsque les entreprises sont prises d'un doute ou d'une interrogation face à certaines commandes. Dans ces grandes lignes, ce texte prévoit tout d'abord, conformément aux principes précédemment exposés, la répartition en 3 catégories des substances chimiques selon la nature et la gravité du risque qu'elles présentent en vue de la production de stupéfiants et de substances psychotropes. La liste même des substances concernées dans chaque catégorie, qui est bien évidemment tributaire des accords internationaux auxquels nous sommes partis, sera fixée puis, le cas échéant, modifiée par décret. Le projet soumet à un agrément du ministre chargé de l'Industrie la fabrication et le commerce des produits chimiques les plus sensibles, tels qu'ils sont définis dans les accords internationaux et repris par la directive classée en première catégorie. Il impose aux opérateurs de déclarer les locaux dans lesquels sont fabriqués les produits chimiques de 2e catégorie ou à partir desquels il en est fait commerce. Les produits de 3e catégorie, enfin, devront seulement être clairement identifiés par un marquage approprié en raison de leur sensibilité pour certains pays. Le projet fait également obligation aux opérateurs de tenir une documentation relative aux opérations commerciales concernant ces produits et d'accepter la visite d'agents de l'État, qui sont des agents de l'administration des douanes et des agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'Industrie, dont la mission est de vérifier la conformité des déclarations et la bonne tenue de cette documentation. À cette fin, il est prévu d'autoriser le prélèvement d'échantillons. Ces contrôles feront l'objet d'une coordination entre les administrations compétentes. Ils donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux soumis au ministre chargé de l'Industrie qui, en cas de manquement de la part de l'opérateur et après avoir recueilli les observations de celui-ci, prendra une décision motivée pouvant conduire à l'application de sanctions. Un aspect fondamental du projet de la loi sur lequel il convient d'insister et qui marque l'étroite collaboration attendue des entreprises figure dans les articles 6 à 8. Il s'agit d'une part d'obtenir des opérateurs qu'ils déclarent au ministre chargé de l'Industrie, c'est-à-dire en pratique à la mission, toutes les opérations inhabituelles auxquelles ils se trouvent confrontés et laissent à penser que les substances chimiques en cause pourraient être détournées, et d'autre part d'exonérer de toute poursuite fiscale ou en responsabilité les personnes ayant effectué de telles déclarations de bonne foi, à l'instar de la pratique déjà instaurée en matière de déclaration de soupçons dans les affaires de blanchiment d'argent. Comme cette législation nouvelle sur les précurseurs chimiques est destinée à mettre en place le cadre d'une étroite collaboration entre les opérateurs économiques concernés et les différentes administrations impliquées dans la lutte contre les stupéfiants, les sanctions prévues en cas d'infraction aux obligations imposées par la présente loi pour le commerce intercommunautaire et par le règlement communautaire en ce qui concerne le commerce avec les pays tiers sont uniquement à caractère administratif. Ces sanctions administratives ne se substituent bien évidemment pas aux sanctions d'ores et déjà prévues par le Code pénal, qui pourraient être mises en œuvre si, au-delà des manquements ainsi constatés, était mise en évidence une complicité dans l'organisation d'un trafic de stupéfiants. Il doit être clair, en effet, que l'action du ministère chargé de l'Industrie se limitera au contrôle administratif du respect par les opérateurs industriels et commerciaux de leurs nouvelles obligations et à la prévention, mais cédera le pas à celle de la justice et des services de répression dès lors que des événements délictueux ou criminels se feraient jour. Enfin, pour terminer, je constate qu'il y a une double présentation dans la rédaction du texte. Ainsi, à l'article 2, il est écrit « substance de première catégorie » et à l'article 4, « substance des catégories 1 et 2 ». Si vous en êtes d'accord, dans un souci de clarté, je souhaiterais que le texte soit aligné de la façon suivante en indiquant première et deuxième catégorie au lieu de catégorie 1 et 2. Je vous remercie, mesdames et messieurs les députés. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur François Grosdidier, rapporteur de la Commission de la Production et des Échanges. Madame le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la lutte contre la drogue est un combat qui engage toute la société. Il concerne l'intérieur et la justice pour la répression. Il intéresse aussi la santé, les affaires sociales et l'éducation pour la prévention.
Il implique encore les affaires étrangères et les affaires européennes pour cette dimension internationale qu'a souligné M. le ministre. Aujourd'hui, ce combat mobilise dans cet hémicycle le ministre de l'Industrie et la Commission de la Production et des Échanges. Ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est l'amont de la production des stupéfiants. Pour les fabriquer, il faut d'abord s'approvisionner en produits chimiques. Ces matières premières permettent de transformer et de raffiner la cocaïne et d'élaborer des stupéfiants de synthèse. Or, ces produits sont couramment utilisés par les industries chimiques et pharmaceutiques. Il faut donc prévenir et déceler d'éventuels détournements de ces substances vers des réseaux de production illicites. C'est l'objet de ce projet de loi. La Convention des Nations Unies, destinée à lutter contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, qui s'est tenue à Vienne le 19 décembre 1988, avait marqué une nouvelle étape dans la lutte engagée par la communauté internationale contre le trafic de drogue. Pour la première fois, était directement abordé ce problème posé par, je cite, les substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Le 10 juillet 1990, soit quelques jours après la ratification par la France de cette convention de Vienne, le sommet économique de Houston du G7 décidait de créer un groupe d'action sur les produits chimiques, le GAPC. Selon les vœux de son président, la création du GAPC a marqué la volonté de la communauté internationale de mettre hors de portée des criminels les produits chimiques qui leur sont nécessaires afin de produire de l'héroïne, de la cocaïne et des stupéfiants synthétiques. Le GAPC s'est réuni pendant un an et son rapport final a été approuvé lors de la réunion du G7 à Londres le 15 juillet 1991. Ces travaux ont associé, outre les 7 participants à ce sommet, plusieurs pays sur le territoire desquels la production illicite de la drogue est intense, la Bolivie, la Colombie, la Thaïlande, et quelques grands pays de production et de commerce des produits chimiques, l'Australie, la Belgique, la Chine, l'Espagne, la Suède ou encore la Suisse, ainsi que des organisations internationales telles l'Organisation des États américains ou l'Organe international de contrôle des stupéfiants. Dans le GAPC, la France a joué un rôle très actif. La France a présidé l'un des 3 groupes de travail, et non le moindre, puisque c'était le groupe chargé de proposer les dispositifs législatifs et réglementaires en vue de lutter contre ces détournements. Dans son rapport final, le GAPC a identifié 22 produits chimiques susceptibles d'être utilisés à des fins illicites et les a classés en 3 catégories définies en fonction de la nature des substances et donc de la probabilité du caractère illicite de leur usage, ainsi que du risque que ces produits représentaient. Enfin, le GAPC a identifié 5 mesures essentielles que les pays devaient prendre pour lutter contre le détournement des produits chimiques. Elles sont ainsi résumées dans l'introduction du rapport final. Vigilance, surveillance administrative, habilitation, autorisation accordée aux opérateurs, autorisation d'exporter, autorisation d'importer. Vigilance d'abord. Les pays devront demander aux opérateurs commerciaux de signaler aux autorités compétentes toute transaction suspecte portant sur ces produits. Les pouvoirs publics devraient mettre en œuvre des programmes de coopération avec les opérateurs commerciaux. Deuxièmement, surveillance administrative et demander aux opérateurs commerciaux de tenir des registres et de conserver des documents concernant toutes les transactions portant sur les produits chimiques en question. Ces écritures seront soumises à inspection des autorités compétentes, et ce pour une période allant bien au-delà de 2 ans. Troisièmement, habilitation et autorisation accordées aux opérateurs. Les opérateurs commerciaux doivent être soumis à un système de licence ou d'autorisation leur permettant de procéder à des transactions afférentes à ces produits chimiques. Quatrièmement, autorisation d'exporter. Les exportations devront dépendre de l'octroi d'un permis d'exporter pour chaque transaction ayant trait aux produits chimiques spécifiés. Le pays exportateur demandera aux exportateurs d'indiquer l'identité exacte des destinataires finaux dans le pays importateur, ainsi que celle de tous les récipiendaires intermédiaires, y compris les courtiers, et ce, avant autorisation d'exporter. Enfin, autorisation d'importer, les pays importateurs devront exercer une stricte diligence lors de l'autorisation des importations. Il conviendra donc de s'assurer de la compétence et de l'intégrité de l'importateur, ainsi que des fins auxquelles les produits chimiques sont importés. Si j'ai tant insisté sur les travaux du GAPC, c'est que ceux-ci vont directement inspirer les 2 directives européennes de 92 et de 93 que ce projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à transcrire dans notre droit interne. Mais ce projet de loi ne se borne pas à être un simple texte de transposition. Il donne à d'autres pays les moyens d'exercer un contrôle efficace sur le commerce des produits chimiques
en définissant en particulier les agents de l'administration compétents pour effectuer ce type de mission. Il fixe également la liste des sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux règles du commerce intracommunautaire définies dans son titre premier et à celles du commerce extracommunautaire énoncées par le décret de janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Ce projet de loi répond ainsi à une demande pressante de l'industrie chimique qui ressentait très mal les conséquences du vide juridique entourant le commerce de ces produits utilisés dans la fabrication de stupéfiants. Les chimistes avaient en effet l'impression de se sentir désignés comme des sortes de complices potentiels du trafic de drogue. Ce projet de loi dissipe tout malentendu. Mieux, il associe étroitement les professionnels à la recherche des opérateurs détournant à des fins illicites les substances qu'ils produisent. Enfin, il comble un vide qui entravait et qui gênait les relations entre nos industries et leurs clients européens. À défaut de législation interne et d'agrément que cette législation permet, elle n'offrait pas toutes les garanties aux clients d'autres pays d'Europe qui avaient déjà, eux, transcrit ces normes dans leur droit interne. Il faut rappeler que la date limite de transcription était au 1er juillet 1993. La Commission a donc pu se satisfaire que ce projet de loi soit enfin inscrit à l'ordre du jour. Il n'en était que temps. Les amendements proposés par la Commission confortent le texte du gouvernement. Ils visent simplement à préciser et à simplifier les dispositions prévues et à renforcer leur cohérence afin de mieux satisfaire une double exigence apparemment contradictoire, une lutte plus efficace contre la toxicomanie d'une part et d'autre part une vie plus facile pour nos industries. Cette loi, j'en suis sûr, y parviendra. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Dans la discussion générale, le premier inscrit est Monsieur Rémy Hochedet pour le groupe communiste. Merci, Madame le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, le groupe communiste votera ce projet de loi. Le contrôle des produits précurseurs de stupéfiants répond en effet à une nécessité reconnue par tous. Je voudrais simplement, à l'occasion de ce débat, faire quelques remarques et, dans le prolongement du débat récent concernant la répression du trafic et du blanchissement, insister particulièrement sur la prévention et le traitement de la drogue. Les motivations individuelles des toxicomanes sont multiples. Des jeunes touchés par le désespoir et en manque d'un sens à leur vie, des adultes qui pensent en avoir besoin pour tenir le coup et continuer à être performants pour leur emploi, par exemple. Ces motivations sont rarement étrangères au chômage, à la marginalisation, à la pauvreté, aux multiples formes de violence que génère l'économie de marché régnant dans la plupart des pays. L'ultralibéralisme ne répond pas toujours aux besoins sociaux ni aux aspirations individuelles. Elle contribue par contre à des cassures sociales dramatiques et dangereuses dans tous les domaines qui touchent à la ville, la santé, l'école, la justice, la solidarité. C'est la régression dans beaucoup d'endroits et de domaines. La drogue est un multiplicateur de violence dans une société qui manque déjà de repères. Les règles de liberté de circulation des produits et des capitaux régissant la communauté européenne dans le cadre de Maastricht et des accords de Schengen ne permettent pas, on le voit bien, de combattre le commerce de la drogue en provenance d'un certain nombre de pays et notamment des Pays-Bas. S'il en était autrement, on ne verrait pas apparaître la nouvelle classe d'exclus qui est en train de se constituer, ni les organisations mafieuses s'enrichir par le trafic de drogue. Ce contrôle des produits précurseurs de stupéfiants ne doit pas faire oublier que la France est un axe de transit privilégié. On estime que 10% seulement de ce qui circule en France est intercepté. Montrer la Hollande d'un doigt accusateur ne suffit donc pas si les produits de la drogue continuent à transiter entre les supermarchés d'Amsterdam et la France. À ce titre, on peut considérer les drogues comme des marchandises. L'apparition programmée de produits nouveaux répond à un véritable marketing et aux lois de l'offre et de la demande en économie de marché, et ce avec l'appui de certains États. Il en découle une gigantesque corruption. 90% de l'argent de la drogue est réinjecté d'ailleurs dans les pays riches et 0,5%
revient aux paysans producteurs quand elle est de cette origine. Les produits chimiques viennent majoritairement des pays riches. Dans les autres, les cours des matières premières qui s'effondrent font augmenter les quantités produites par la culture des drogues. En France, la loi de 1970 exprimait la prise de conscience sur la nécessité de lutter contre la toxicomanie et les trafics de drogue. L'injonction thérapeutique avait aussi pour but de donner à l'individu la possibilité de se soigner. Au fil des années, la situation s'est considérablement aggravée en liaison avec la crise. Le dispositif législatif a montré ses limites. Le toxicomane a été assimilé quelquefois à un délinquant. L'emprisonnement pour usage de stupéfiants s'est révélé d'ailleurs un remède pire que le mal, la prison devenant souvent une véritable école pour le trafic. Beaucoup de questions sont aujourd'hui posées et le statu quo ne peut plus être de mise. Nous croyons à la nécessité d'un vaste débat sur ce sujet, un débat débarrassé de tous les tabous pour réfléchir au contour d'une approche plus solidaire, conciliant le respect des libertés individuelles, mais aussi la poursuite d'une politique de santé publique efficace. Banaliser l'usage de la drogue, sans accommoder durablement, voire le dépénaliser, ne servirait que les mafias du narcotrafic, mettant en péril, sur certains aspects, la démocratie dans notre société. On ne peut pas transiger. C'est aussi un acte de dignité internationale à l'égard des autres peuples dont la drogue agresse les repères culturels. S'il n'est pas possible de dépénaliser l'usage de la drogue, il faut par contre peut-être dépénaliser le toxicomane qui n'est pas un criminel. La difficulté juridique et la responsabilité sociale sont à cet endroit. Le toxicomane est une personne en détresse qui souffre, il a besoin de soins, de confiance, souvent d'affection, mais en tout cas pas d'emprisonnement, ni de répression, ni d'une morale inadaptée aux difficultés de son quotidien. Par conséquent, il doit être partie prenante des choix qu'il concerne, il doit être mis devant ses responsabilités. Nous pensons qu'il faudrait instaurer une grande politique nationale de santé publique où la prévention prendrait toute sa place. Il s'agit également de faire évoluer le dispositif actuel pour considérer les usagers de drogue comme des êtres qui souffrent et qui ont la capacité de se réinsérer à condition que la société les y aide. Cette démarche se veut humaine, positive, responsable. Les communistes refusent le processus sécuritaire comme à l'inverse la psychose insécuritaire. Nous avons une vision peut-être optimiste, mais en tout cas exigeante pour l'avenir. La majorité des toxicomanes qui suivent un processus médico-social peuvent s'en sortir. Je ne ferai donc que quelques suggestions. D'abord, les études, l'attitude, par exemple, des enfants à l'égard des comportements tels que la consommation d'alcool est fixée dès l'âge de 15 ans. Il semble donc que les actions de prévention spécifiques doivent s'adresser en particulier aux enfants de 10 à 14 ans. En même temps, la prévention a besoin de se réaliser dans la continuité. Tous les acteurs de terrain doivent être encouragés, mais aussi aidés pour renforcer leur action. Par exemple, des réseaux de personnes ressources ou d'adultes relais dans les établissements scolaires, dans les quartiers peuvent être développés afin de favoriser les contacts avec les jeunes en difficulté. Une véritable politique nationale de santé publique est nécessaire. Le suivi thérapeutique et social, le traitement volontaire, dans le respect des principes de la gratuité et de l'anonymat, sont possibles à condition que les moyens soient accrus, que la formation des différents acteurs soit assurée, que la coopération en réseau-ville soit mise en place pour permettre l'accès aux soins de chaque toxicomane. L'expérience de produits de substitution, comme la méthadone, sur laquelle le législateur n'a pas à se prononcer, doit être envisagée peut-être sans a priori, c'est-à-dire y compris sans y chercher une réponse générale qui serait aussi l'aveu d'un échec, mais comme une réponse de transition pour sortir de la situation de dépendance. Notre pays doit se doter d'une grande politique nationale de santé publique, intégrant la politique de prévention, dans laquelle est traitée la lutte contre la toxicomanie parmi les autres grandes questions sanitaires et sociales. Il y aurait donc lieu de légiférer afin de préciser les moyens et les financements attribués à la lutte contre la toxicomanie en matière de prévention et de soins. Voilà les quelques remarques que je tenais à exprimer à l'occasion de ce projet. Encore une fois, le groupe communiste votera. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Ernest Chénière pour le groupe RPR.
Vous avez la parole, Monsieur Chénier. Merci, Madame le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, notre pays peut s'enorgueillir d'être regardé comme celui qui, en Europe, montre la détermination la plus affirmée contre l'usage et le trafic des drogues. La discussion sur le projet de loi numéro 2014 rectifié relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes, le vote auquel aboutira notre débat, rassureront sans doute, et à juste titre, et ceux qui pâtissent douloureusement du fléau drogue, et ceux qui le combattent. Ces derniers, on le sait, attendaient le renforcement de notre arsenal législatif en complément des deux lois récemment votées, l'une relative au blanchiment d'argent, l'autre relative à la lutte contre les trafiquants par l'exercice d'un contrôle des navires en haute mer. Ainsi, Monsieur le Ministre, la France, par ce texte, prend pleinement sa place dans la mise en œuvre du troisième volet de la mobilisation internationale contre la drogue. Pour nous convaincre de l'urgente nécessité de ce dispositif, rappelons brièvement l'aggravation considérable du phénomène drogue depuis 10 ans, perceptible notamment à travers le bilan des saisies. Je vous ferai grâce des chiffres, me contentant de signaler, à titre d'exemple, que dans le seul Pakistan, plus de 15 laboratoires clandestins ont été détruits en 1995. Je reprendrai aussi l'observation de M. Grosdidier, rapporteur de la Commission de la production et des échanges, qui attire notre attention sur le fait qu'en 1994, 15 des 22 produits inscrits ont été saisis dans des laboratoires clandestins de l'Union européenne, situés dans 5 pays, Allemagne, Belgique, Finlande, Italie, Pays-Bas. Par ailleurs, partout dans le monde, en Turquie, en Chine, au Pakistan, de très importantes quantités de produits chimiques, des dizaines de tonnes, sont saisies chaque année, notamment parmi ces substances, l'anhydride acétique, qui est un précurseur clé pour la fabrication de l'héroïne. Élaboré par la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques et enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 19 avril 1995, le projet de loi initial était un bon texte, transcrivant dans notre droit français la directive européenne 92/109 modifiée, mais de plus, il instaure un système de sanctions financières des opérateurs professionnels en cas de manquement à leurs obligations. Et surtout, il institue sur le front de la drogue une alliance originale entre ces opérateurs et les instances chargées de la lutte contre le trafic des stupéfiants. En effet, l'article 6 du projet de loi définit une obligation de vigilance et de mise en alerte des autorités pour tous les opérateurs intervenant dans la chaîne des traitements appliqués aux substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, dès lors qu'ils auraient décelé un élément suspect laissant penser qu'un produit peut être détourné vers des réseaux de trafiquants de stupéfiants. Il ne fait pas de doute que cette collaboration responsable des opérateurs et de leurs organisations professionnelles mettra un obstacle des plus efficaces au détournement de précurseurs chimiques destinés à l'approvisionnement des trafiquants de drogue. Fort logiquement, les manquements à l'obligation de vigilance et de mise en alerte des autorités seront diversement sanctionnés. Mais l'on peut d'ores et déjà signaler le civisme avec lequel les opérateurs français ont accueilli cette nouvelle règle. Nous aimerons ici, Monsieur le Ministre, saluer aussi le travail de la mission nationale chargée du contrôle des précurseurs chimiques, l'excellent travail législatif de la Commission de la production
qui, par les 17 amendements proposés, aiguise la pertinence du texte initial, le complète, le clarifie. Saluons aussi le travail personnel de François Grosdidier, rapporteur de la commission. 2 mots enfin avant de conclure. Voilà 6 ans que le sommet de Houston du G7 suscitait la création du GAPC, groupe d'action sur les produits chimiques. Parmi ces 46 recommandations, le GAPC suggérait l'élargissement du contrôle à 22 substances chimiques susceptibles d'être utilisées à des fins illicites. Il avançait également 5 mesures utiles au pays pour mettre hors de portée des criminels les produits chimiques qui leur sont nécessaires afin de produire de l'héroïne, de la cocaïne et des stupéfiants synthétiques. L'analyse des 20 articles de la loi que vous nous demandez de voter montre que ce texte est une très bonne mise en œuvre des 5 mesures prônées par le GAPC d'une part, et que d'autre part, il instaure de manière efficace et satisfaisante le contrôle sur les 22 substances, classées d'ailleurs en 3 catégories, celle numéro 1 des 11 amphétamines ou méthamphétamines, celle des substances couramment répandues de la catégorie 3, largement utilisées dans la préparation de l'héroïne et de la cocaïne, celle enfin des 4 produits de la catégorie 2 qui interviennent dans l'élaboration des stupéfiants synthétiques. Nous avons pris acte de la qualité du dispositif de contrôle qui allie l'agrément des opérateurs, certaines autorisations préalables de la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, notamment pour des opérations de commerce extérieur, l'obligation de collaboration des opérateurs, une obligation d'information et de transparence sincère, notamment par la transmission de documents, le marquage explicite des produits, l'indication des quantités. Nous avons pris acte aussi des mesures visant à protéger les personnes qui, dans le cadre de l'obligation de collaboration, auraient été conduites à communiquer aux enquêteurs des informations relevant du secret professionnel. J'ajoute, Monsieur le Ministre, que les articles définissant les sanctions pour les différents manquements manifestent équilibre et cohérence et expriment un esprit de dialogue avec les personnes concernées et les contrevenants présumés, sans préjudice d'ailleurs de l'application rigoureuse de ces sanctions le cas échéant. Pour toutes ces raisons, le groupe RPR votera ce projet de loi numéro 2014 rectifié. Il le votera, Monsieur le Ministre, parce que ce texte répond aux exigences de la directive européenne numéro 92-109 du 14 décembre 1992 et parce qu'il répond également aux attentes des opérateurs industriels et commerciaux de notre pays, lesquels, faute d'agrément, éprouvaient de sérieuses difficultés à commercer avec les autres États membres de l'Union européenne qui nous ont devancés dans la transcription dans leurs droits de la directive 92-109. Le groupe RPR, enfin, votera cette loi parce que dans la lutte contre les trafiquants de drogue, lutte dont les enjeux sont immenses, elle apparaît clairement comme un élément essentiel du dispositif puisqu'elle vise à interdire aux criminels l'accès aux produits chimiques qui leur sont indispensables pour fabriquer illicitement les stupéfiants et les substances psychotropes. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Christian Bataille pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici donc réunis ce soir autour d'un sujet qui est à la fois au cœur des problèmes que connaît notre société et d'une certaine façon assez souvent absent de nos débats. Je veux parler de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Absent, c'est faux, diront certains, puisque voici un mois encore, notre Assemblée examinait le projet de loi relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et que régulièrement cet ensemble de préoccupations fait surface à travers tel ou tel de nos travaux. Je pensais plus spécifiquement à travers cette remarque à la mission qui est la nôtre
comme cela a été réalisé à travers le rapport et le débat sur les sectes, de porter intérêt aux différents maux qu'endure notre société. Mais cela nous éloignait quelque peu du sujet. Nous voici devant un projet de 20 articles dont le but est de régler le sort de ces substances chimiques qui ont la particularité de voir figurer parmi leurs débouchés celui tout spécial de la fabrication des stupéfiants et psychotropes, ce sont les précurseurs. Le cadre juridique dans lequel nous nous situons est celui d'une transposition de directives. C'est en effet de la directive 92/109/CE relative à la fabrication et à la mise sur le marché communautaire de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, modifiée par la directive 93/46/CE du 22 juin 1993, que provient le dispositif qu'il nous est aujourd'hui proposé d'inscrire en droit interne. Mais ces directives ne sont pas elles-mêmes autonomes, elles se rattachent, comme cela a été dit, à un texte plus solennel qui est la Convention de Vienne des Nations Unies, destinée à lutter contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes. Cette convention a été adoptée le 19 décembre 1988 et ratifiée par notre pays le 2 juillet 1990. Par son article 12, elle procure une base juridique au contrôle du commerce international des précurseurs chimiques. Plusieurs étapes ont conduit de cette convention aux directives dont nous effectuons aujourd'hui la transposition. Dans un premier temps, le G7 de Houston a créé un groupe d'action sur les produits chimiques, chargé de mettre au point les procédures destinées à empêcher les détournements de précurseurs chimiques. La Commission européenne et plusieurs États membres, dont la France, ont participé à ces travaux. Dans un second temps, un rapport a été présenté par ce groupe d'action au G7 de Londres et adopté le 15 juillet 1991. C'est sur la base de ce rapport qu'a été prise le 14 décembre 1992 la directive 92/109/CE. Je dirai quelques mots du dispositif auquel nous conduit cette directive avant d'exposer les observations puis le vote du groupe socialiste. Le régime de base que le projet de loi impose aux précurseurs chimiques est celui du marquage. Tous ces produits doivent pouvoir être identifiés. C'est ce que traduit l'article 5 du projet en précisant « pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances dont la liste est fixée par décret doivent faire l'objet d'un marquage permettant de connaître leur nom tel qu'il est mentionné dans cette liste. Au-delà de ces mesures minimales, le projet se montre plus précis en distinguant toutefois selon qu'il s'agit d'échanges extra-communautaires ou intra-communautaires. Pour les échanges extra-communautaires, le régime édicté se confond avec ce régime de base, c'est-à-dire une obligation minimale de marquage. Pour les échanges intracommunautaires sur lesquels la juridiction des autorités de l'Union s'applique plus complètement, le régime retenu distingue 3 catégories de produits en fonction de la gravité du risque qu'elles présentent au regard de la production de stupéfiants ou psychotropes. Les produits de première catégorie, les plus sensibles, sont soumis pour ce qui concerne leur fabrication et leur commerce à un agrément du ministre chargé de l'Industrie. Pour les produits de deuxième catégorie, les opérateurs sont tenus de déclarer les locaux de fabrication ou à partir desquels il est fait commerce. Les produits de troisième catégorie ne sont soumis qu'au régime de base du marquage. En outre, les opérateurs intervenant sur des produits de première ou deuxième catégorie doivent tenir une documentation relative aux opérations commerciales concernant ces produits. Tels sont donc
les dispositions qui s'appliquent de façon différenciée selon les catégories de produits ou d'échanges. Le reste du dispositif est en effet uniforme. Il se compose tout d'abord de ce qu'on pourrait qualifier de procédure d'alerte. Celle-ci est décrite à l'article 6. Elle consiste pour chaque opérateur à une obligation de déclarer aux autorités toute transaction suspecte. Cette disposition, même si elle se traduit par une obligation, est assez représentative de l'esprit de coopération entre les opérateurs et les autorités que le texte entend développer. D'autres obligations sont instituées, c'est notamment le cas en matière d'information de l'administration, article 9, et bien sûr le projet prévoit des contrôles. Ceux-ci sont décrits par les articles 10 à 12 et ont la particularité d'inclure la possibilité de prélever des échantillons. Je m'arrêterai un instant sur les sanctions prévues, non qu'il faille insister sur les aspects contraignants de ce dispositif, c'est plutôt en effet la nécessité d'une collaboration spontanée entre opérateurs et autorités qui doit être soulignée, précisément en ne retenant que des sanctions administratives et non pénales. Le projet va dans ce sens. Des sanctions assez lourdes sont déjà en effet prévues par l'article 13 pour tout contournement de l'agrément imposé aux produits de première catégorie. Ce sont pour les mises à disposition de tiers effectuées sans agrément un montant égal au chiffre d'affaires ainsi réalisé depuis le début de la 3e année précédente, et pour les fabrications et transformations faites sans agrément, le triple de la valeur des stocks au moment de l'infraction. Les manquements aux obligations portant sur les produits de 2e catégorie, aux contraintes de documentation ou de marquage, sont sanctionnés par l'article 14 à hauteur de 10 000 francs par manquement. Le défaut d'information des autorités peut donner lieu, après des rappels, à une astreinte journalière, article 15, de même que le refus de coopérer, qui peut astreindre un opérateur jusqu'à 5 000 francs par jour, comme le précise l'article 16. Tel est le dispositif qui nous est proposé. À titre de jugement d'ensemble, je dirais que ce projet affiche des contours qui paraissent équilibrés. Cette appréciation ne nous a pas exonérés, je parle ici de ceux de mes collègues qui ont examiné le projet au groupe socialiste, de quelques questions ou vérifications, mais je dois dire qu'elles n'ont pas porté sur ce qui fait le cœur du dispositif de ce texte. À la vérité, c'est surtout au système des contrôles que nous nous sommes arrêtés. Sans avoir suivi de près la discussion de la loi du 29 décembre 90 sur la réglementation des télécommunications qui édicte, elle aussi, un certain nombre de contraintes pour les entreprises, j'étais cependant resté sur le souvenir que la recherche et la constatation des infractions à ces contraintes, en un mot, le contrôle de l'application de la réglementation, avait été, par une décision du Conseil constitutionnel du 27 décembre 90, subordonné à des conditions très précises garantissant le respect des libertés individuelles constitutionnellement protégées. Le Conseil constitutionnel avait là fait œuvre de continuité par rapport à sa jurisprudence de 77 sur la fouille des véhicules et de 83 sur les perquisitions fiscales. Renseignement pris, et je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous confirmer ce point, ces précautions constitutionnelles avaient leur place dans la loi du 29 décembre 90, dans la mesure où elle édictait une réglementation assortie de sanctions pénales. Elles sont inutiles dans la présente loi, qui se limite à des sanctions administratives. On trouve certes des traces de ces précautions dans le régime proposé. Les contrôles sont par exemple pratiqués aux heures ouvrables, une copie des procès-verbaux est transmise aux intéressés, mais la nécessité par exemple d'associer l'autorité judiciaire aux perquisitions n'est pas fondée. Sous le bénéfice de ces observations, le groupe socialiste a porté une appréciation favorable au texte tel qu'il nous est soumis. Nous voterons donc pour son adoption. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Bernard Leroy pour l'UDF.
Vous avez la Président, parole. chers collègues, le projet de loi que vous nous proposez, Monsieur le Ministre, complète l'organisation administrative et le dispositif réglementaire déjà mis en place dans notre pays pour satisfaire les engagements que nous avons pris en adhérant à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 19 décembre 1988. Plus spécifiquement, il porte sur le contrôle du commerce des substances chimiques intermédiaires pouvant être utilisées à la fabrication clandestine de drogue. Ce nouvel aspect de la lutte antidrogue est complémentaire de la prévention de l'usage illicite des stupéfiants, de la répression des trafiquants et de la dénonciation du blanchiment de l'argent sale. L'article 12 de la Convention de Vienne précise bien dans quel esprit ce contrôle doit être mené. Il stipule que chaque partie établit et maintient un système de surveillance du commerce international des substances inscrites, les 22 substances actuellement classifiées, afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance doivent être mis en œuvre en étroite collaboration avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants qui signalent aux autorités compétentes les commandes et les opérations suspectes. En effet, il convient de souligner que les substances communément dénommées précurseurs chimiques de drogue sont d'abord et essentiellement des produits chimiques du commerce ordinaire et tout à fait licites. Ils font l'objet d'usages normaux, concourant au bien-être des populations, qu'ils servent à la fabrication des médicaments, d'arômes pour l'industrie agroalimentaire, de parfums, de peintures, bref, de très nombreux produits de synthèse largement commercialisés. La plupart des produits de la première catégorie sont employés par l'industrie pharmaceutique comme l'éphédrine et l'ergotamine. Le safrole, l'isosafrole, le pipéronal, que la directive numéro 93-46 du 22 juin 93 de l'ACE a fait passer de la deuxième catégorie à la première catégorie, sont eux utilisés par le secteur de la parfumerie et des cosmétiques. En cas de détournement, ces produits ne peuvent servir qu'à la fabrication de stupéfiants de synthèse. Certains des intermédiaires de synthèse sont si proches des produits finis que le droit français, plus sévère en matière que le droit communautaire, les a inclus dans la liste des substances stupéfiantes au tableau B du Code de la santé publique. Tel est par exemple le cas de l'acide lysergique, précurseur du LSD, et de la phénylacétone, substance utilisée dans la fabrication d'amphétamines. Les 4 produits inscrits dans la deuxième catégorie, les 7 substances de la troisième catégorie, sont, elles, utilisées très largement par le secteur de la chimie de base. Nous savons tous que la production annuelle d'acétone, d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique s'élève à plusieurs millions de tonnes par an. Les produits de la deuxième catégorie, à l'exception de l'anhydride acétique, servent également à l'élaboration de stupéfiants synthétiques. Quant à ceux de la troisième catégorie, auxquels il convient d'ajouter l'anhydride acétique, ce sont des produits chimiques essentiels servant à la production d'héroïne et de cocaïne. Voyons quels sont les mécanismes proposés par ce projet de loi. L'un des mérites essentiels du texte résulte de ce qu'il vise à associer étroitement à la lutte antidrogue les industriels et commerçants concernés sans pour autant les culpabiliser ou faire subir aux échanges commerciaux de leurs produits des contraintes telles que l'activité économique en souffrirait. Bien évidemment, la surveillance du commerce nécessite un certain nombre de disciplines administratives, agréments, enregistrements, déclarations, marquage correct des produits, tenue de documents et de registres auxquels les professions concernées ont bien voulu faire savoir qu'elles adhéraient volontiers. Elles témoignent ainsi de la conscience qu'elles ont du fléau que constitue le trafic de drogue et de leur souci tout naturel d'éviter de se trouver impliquées, ne serait-ce que par inadvertance, dans une affaire de détournement de produits chimiques. La crédibilité du système et l'équité qu'il convient de maintenir entre, d'une part, les industriels et commerçants scrupuleux du respect de ces disciplines administratives et, d'autre part, les opérateurs qui seraient plus ou moins attentifs, nécessitent que des sanctions administratives, telles que celles qui ont été proposées, puissent être mises en œuvre.
Le choix du gouvernement de ne pas conférer un caractère pénal à ces sanctions doit être salué, étant entendu que si une intention de complicité était mise à jour, la faute serait d'une autre nature et ne révélerait plus du texte soumis au débat de ce jour, mais des dispositions en vigueur du Code pénal. Le cœur du projet de loi réside en fait dans les articles 6 à 8. Ceci impose aux opérateurs industriels ou commerciaux de faire part à l'administration de leurs soupçons face à certaines commandes ou transactions inhabituelles. Il les encourage aussi à le faire en leur garantissant l'absence de poursuites judiciaires et l'exonération de toute responsabilité en cas de préjudice, l'État répondant du dommage subi si la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi. Ces dispositions, relativement innovantes dans notre droit, s'inspirent toutefois étroitement de celles mises en place, sans avoir créé de difficultés jusqu'ici à notre connaissance, à l'égard des opérateurs financiers en matière de blanchiment de l'argent sale. Ce projet, Monsieur le Ministre, répond donc bien à la fois au souci exprimé par la Convention de Vienne d'associer et de mobiliser la profession chimique dans la recherche de l'information nécessaire aux services d'enquête, notamment la douane et la police, pour débusquer les réseaux de trafiquants, et à notre propre souci que ce dispositif ne pèse pas trop lourdement sur l'activité économique légitime. Il conviendra toutefois d'être vigilant vis-à-vis de certaines évolutions. Il faut notamment éviter que les travaux d'harmonisation internationale ne nous entraînent vers une dérive bureaucratique. L'efficacité du système dépend en effet essentiellement de la remontée de renseignements susceptibles d'être utilisés pour la recherche et le démantèlement des réseaux clandestins pour lesquels les produits chimiques sont une matière première indispensable. Pour cela, il faut que s'établisse et se maintienne une bonne et confiante coopération entre les professionnels concernés et l'administration. C'est là la clé de la réussite de ces mesures. En revanche, des contrôles qui deviendraient systématiques conduiraient à placer, de fait, ces professionnels sous la tutelle de l'administration pour toutes leurs opérations concernant les précurseurs et par voie de conséquence à les déresponsabiliser. Nous serions alors confrontés à un double inconvénient particulièrement pénalisant: une absence de remontée d'informations sur les soupçons, c'est-à-dire l'opposé du but recherché en matière d'investigation, et une lourdeur administrative, donc un coût pour nos entreprises et nos économies. À cet égard, nous pouvons considérer comme de bon augure le choix du gouvernement de vous avoir désigné, Monsieur le Ministre, assisté de fonctionnaires mis à la disposition par les douanes et la police, comme responsable du suivi de l'ensemble du dispositif. Vous êtes de ce fait, Monsieur le Ministre, l'autorité nationale compétente vis-à-vis de l'étranger pour l'application de l'article 2 de la Convention de Vienne et l'interlocuteur des entreprises, notamment en matière de soupçons, pour tout ce qui concerne les précurseurs chimiques de drogue. Pour toutes ces raisons, le groupe UDF a décidé d'apporter son soutien au projet de loi que vous nous présentez. Merci, mon cher collègue. La discussion générale. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre aux orateurs, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, si vous le permettez, rapidement répondre aux orateurs qui se sont exprimés. D'abord, remercier le rapporteur du projet au nom de la Commission de la Production et des Échanges. Je crois que son rapport était un rapport clair, précis et documenté. Et je crois qu'il faisait fort bien le point sur cette affaire. Je crois que vous avez eu raison, Monsieur Grosdidier, d'insister sur le rôle très actif de la France dans le groupe d'action sur les produits chimiques. Je crois que notre pays a joué un rôle important dans cette affaire. Mais je crois aussi que vous avez eu raison d'insister sur la volonté de l'industrie chimique de participer à cette procédure et en particulier d'être associée à la recherche de comportements en aval illicites qui pourraient de fait conduire à des situations qui viendraient nourrir le circuit de la drogue. Je crois qu'en faisant ce choix, le gouvernement et les industries chimiques, je crois, ont contribué à clarifier la situation. Vous avez évoqué la directive européenne qui devait être transposée, qui a été publiée le 22 juin 1993 et qui effectivement devait être transposée pour le 1er juillet 1993. Je ferai
disons, je montrerai quand même rapidement que entre le 22 juin 93 et le 1er juillet 93, il y a 8 jours, et que, en toute honnêteté, c'est pas un délai sérieux pour transposer une directive, d'autant qu'en réalité, il s'agit de la nécessité d'une loi. Monsieur Hochédé, alors Monsieur Hochédé, je regrette qu'il soit plus là, mais là, il fallait le faire. Hein. Il a fait un dégagement entre la relation entre l'ultralibéralisme et la psychotropie. Bon, je crois que bon, c'était son choix. Je ne partage pas ce rapprochement. Je voudrais simplement insister sur 2 ou 3 choses. Premièrement, contrairement à ce qu'il a dit, je crois qu'on ne peut pas dire que la France soit un axe privilégié de transit pour les problèmes de la drogue. Je crois qu'il faut éviter dans ce domaine de noircir de manière démesurée la situation. C'est vrai que malheureusement le transit est plus important qu'il ne l'a été autrefois. C'est vrai aussi que c'est probablement la proximité de pays qui se montrent moins vigilants que nous le sommes. Alors, il a en outre évoqué la nécessité d'une grande politique nationale de santé publique. Bon, il s'est attaché à déterminer quelle était la position de son groupe sur les problèmes de pénalisation, de dépénalisation, sur les problèmes propres des relations entre, concernant le problème de la drogue. Je voudrais simplement rappeler qu'il s'agit ici de discuter des problèmes du contrôle des produits précurseurs, des produits chimiques précurseurs, éventuellement à la production de la drogue et les stupéfiants. Monsieur Chenière, merci du soutien du groupe RPR. Vous avez dit, je crois que je veux le redire après vous parce que vous avez eu raison, que la France était probablement le pays qui montrait la volonté la plus affirmée de lutte contre les trafiquants de drogue. C'est vrai que c'est le 3e projet qui vient et que cette volonté est une volonté permanente qui s'exprime non seulement au niveau du Parlement, mais au niveau de l'exécutif et au niveau même du président de la République. On a pu le voir en certaines circonstances. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un accroissement du phénomène, c'est vrai qu'il y a eu aussi un accroissement de la lutte contre les trafiquants. Et que dans les 3 ans qui viennent de passer, ben, il n'y a eu aucun laboratoire qui a été détecté sur le territoire français. Pour l'affaire qui concerne ces produits qui sont en amont de la production de stupéfiants ou de produits psychotropes, je voudrais rappeler que concernant la procédure extra-communautaire, c'est-à-dire les relations entre la France et les pays extérieurs à l'Europe, il y a eu 150 avis en France qui ont fait l'objet de 4 arrêtés. Vous avez eu enfin raison de rendre hommage à l'administration. Je crois qu'elle a fait dans son travail en amont, et en particulier dans les discussions avec les industriels, un travail qui est un travail sérieux et intéressant. Le principe original du dispositif, je le redis, il est bien basé sur la collaboration avec les entreprises. C'est une procédure entre eux et nous de bonne foi pour détecter les présomptions de filière de production de la drogue. Monsieur Bataille, vous avez eu aussi raison de dire qu'au travers d'une loi qui peut paraître un peu technique et dont les éléments apparaissent peut-être pas spontanément accessibles pour quelqu'un qui la regarde, en fait, on aborde un problème de société. Et je dirais même plus, c'est probablement le comportement public et privé en face de ce problème de société qui est pris en compte dans la loi qui est proposée. Vous avez décrit très clairement le régime de base. Je le redis très rapidement. Vous avez dit, le régime de base, c'est le marquage. En réalité, ça part d'abord pour la situation qui est probablement la plus dangereuse. Et par conséquent, de l'agrément qui est donné tous les 3 ans pour 11 produits. Ensuite, il s'agit là essentiellement de la pharmacie, d'un côté, et des produits de parfumerie. Deuxièmement, pour les produits moins dangereux directement, mais cependant très dangereux, et qui sont tous des produits chimiques, la procédure, c'est celle de la déclaration des locaux et le marquage, ce qui permet de suivre de manière précise à la fois la production et la destination.
Ça porte sur 4 produits qui sont des produits chimiques. Et le troisième domaine, c'est le domaine de l'étiquetage qui permet bien sûr de contrôler et par conséquent, en fonction de la nature du produit, de déterminer quelle utilisation on peut faire de produits qui sont des produits plus courants. Alors c'est vrai qu'on a choisi une procédure de nature administrative et non pénale, ce qui ne veut pas dire que ça exclut le pénal quand on tombe sur des situations qui relèvent du pénal. Et vous avez eu enfin raison d'aborder le problème du respect des libertés et des précautions constitutionnelles. Je crois du reste qu'en posant le problème et en apportant l'analyse qui a été la vôtre, vous avez effectivement clairement montré que les précautions qui ont été retenues sont bien de nature constitutionnelle. Je rappelle d'abord qu'il s'agit de sanctions administratives, il s'agit de procédures de contrôle sur les heures d'ouverture, il s'agit de procès-verbaux qui sont établis de nature contradictoire, et il y a des possibilités d'expression de réponse de la part de ceux qui font l'objet de ces contrôles, et enfin, il y a des possibilités de recours devant les tribunaux administratifs. Pour M. Leroy, merci aussi du soutien du groupe UDF. Je crois que vous avez fait une excellente analyse des motivations et du fonctionnement du mécanisme. Je crois bien que, je le redis parce que c'est important, le mérite du texte résulte de l'association étroite des industriels et des commerçants à la lutte antidrogue. Et si on a fait ce choix de la procédure et de sanctions administratives, c'est pour ouvrir, eh bien, effectivement, la voie à cette collaboration. Alors, je voudrais bien vous rassurer sur un point. Il ne s'agit pas de créer une dérive de nature bureaucratique. D'abord parce que ça serait extrêmement dangereux dans nos relations avec les industriels. Et puis ça risquerait de créer d'un côté un circuit de la drogue et de l'autre côté un circuit des papiers qui n'est pas l'ambition du gouvernement dans cette affaire. Voilà. Je crois que l'esprit de la loi, comme les consignes qui sont données à l'administration sont claires. Il s'agit, dans la confiance, de créer des contacts réguliers et une remontée permanente d'informations qui permettent de suivre de manière plus sérieuse et plus systématique ce qui peut se passer en aval de la production de ces produits. Voilà, je remercie donc tout le monde, je le redis au rapporteur d'avoir permis à la fois d'améliorer par les amendements et d'avoir aussi compris quel était l'esprit du gouvernement en vous présentant cette loi. Merci, Monsieur le Ministre. La discussion générale est close. La Commission, considérant qu'il n'y a pas lieu de tenir la réunion prévue par l'article 91, alinéa 9 du règlement, j'appelle maintenant les articles du projet de loi dans le texte du gouvernement. J'appelle d'abord l'article 1er. Je ne suis saisie d'aucun amendement sur l'article 1er. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'article 1er est adopté. Sur l'article 2, j'ai un amendement de la Commission de la production. Monsieur le rapporteur, vous pouvez nous présenter l'amendement numéro 1? Oui, cet amendement clarifie la rédaction initiale du projet de loi. Il précise expressément que tout échange de substances de première catégorie ne peut être réalisé qu'entre personnes agréées. C'est l'absence de cette disposition qui est aujourd'hui un des points les plus gênants pour notre industrie chimique, puisque les professionnels agréés des autres membres de l'Union européenne hésitaient parfois, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, à commercer avec leurs homologues français, puisque ceux-ci ne pouvaient être agréés, cette procédure n'existant pas en France. Merci, Monsieur le Ministre. Quel est l'avis du gouvernement? Madame la Présidente, cet amendement corrige une maladresse rédactionnelle. J'en remercie la Commission et le gouvernement accepte l'amendement. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 1 qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 3, même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Qui est pour? Qui est contre? L'article 4 est adopté. Article 5, même vote. Même vote, l'article 5 est adopté. Article 6, même vote. L'article 6 est adopté. Article 7, même vote. L'article 7 est adopté. J'en viens à l'article 8, même vote. Même vote, il est adopté.
Et sur l'article 9, j'ai un amendement, l'amendement numéro 2 de la Commission de la production. Je donne la parole à son rapporteur. Oui, cet amendement comble une lacune du texte. En effet, son article 15 sanctionne les industriels en cas de retard dans la transmission des informations mentionnées à l'article 9. Or, cet article 9 n'impose aucun délai de communication de ces données. Il pourrait donc en prévoir un. Celui-ci serait fixé par délai et pourrait être d'1 mois. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, je crois que le fait effectivement de fixer un décret accroît l'efficacité du système qui se met en place, et donc le gouvernement accepte l'amendement. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 2 accepté par le gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et je mets aux voix l'article 9 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 10. Je suis saisie d'un amendement numéro 3 de la Commission de la production que son rapporteur va nous présenter. Oui, il s'agit d'apporter une précision. La rédaction actuelle autorise les agents de l'administration des douanes et les agents assermentés habilités par le ministère de l'Industrie à prélever des échantillons. Dans la pratique, cette opération sera matériellement réalisée par des tiers opérant sous le contrôle d'agents de l'administration. Il importait donc d'élargir le pouvoir de contrôle des fonctionnaires en leur permettant de faire prélever des échantillons en leur présence. Monsieur le ministre? Oui, je reconnais que le prélèvement d'échantillons peut être parfois un métier. Par conséquent, j'accepte l'amendement. Merci. L'amendement numéro 3 est accepté par le gouvernement. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 10, ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 11, même vote. Même vote. Il est adopté. Article 12, même vote. Même vote, il est adopté. Sur l'article 13, j'ai un amendement numéro 4 de la Commission de la production. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole. Oui, c'est un amendement purement rédactionnel qui permet d'éviter une assimilation des sanctions administratives prévues dans le projet de loi avec les contraventions. Merci. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Le gouvernement est d'accord pour qu'on remplace contrevenant par concerné. Merci de cet esprit d'ouverture. Je mets aux voix l'amendement numéro 4. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 5 de la Commission de la production. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole. Oui, c'est un amendement là purement rédactionnel. Monsieur le ministre. Même si c'est la Commission de la production qui demande de remplacer le mot produire par le mot présenter, le gouvernement est d'accord. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 5. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 6 de la Commission de la production. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui. Cet amendement permet de laisser courir systématiquement un délai d'1 mois entre le moment où le ministre de l'Industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et le moment où il ordonne le paiement d'une amende. Cette disposition peut ainsi permettre aux professionnels d'apporter des observations complémentaires et évite ainsi que des sanctions ne soient prises trop rapidement. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Madame la Présidente, nous sommes d'accord avec cet amendement qui doit donner satisfaction à M. Battal. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 6. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 7 de la Commission de la production. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Donc je vais défendre les amendements 7 et 8 en même temps. Oui, mais ils seront mis au vote séparément. Ils seront mis aux voix séparément. Donc mon explication vaudra pour les deux. Oui, ces amendements font la distinction dans les sanctions entre mise à disposition à titre onéreux et à titre gratuit faite sans agrément. Dans sa rédaction actuelle, toute mise à disposition faite par un professionnel non agréé peut donner lieu au paiement d'une amende au plus égal au total du chiffre d'affaires réalisé par ces mises à disposition. On voit mal à quel chiffre d'affaires peut donner lieu une mise à disposition à titre gratuit. En conséquence, cet amendement précise que cette sanction ne s'applique qu'aux mises à disposition à titre onéreux. L'amendement suivant précisant que les mises à disposition à titre gratuit peuvent faire l'objet d'une amende au plus égale au triple de la valeur en stock des produits échangés. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Madame la Présidente, vous doutez bien que le gouvernement ne peut être que d'accord de remplacer mise à disposition de tiers et d'y ajouter à titre onéreux. Bien, je mets aux voix l'amendement numéro 7 de la Commission de la production. Qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 8 de la Commission également. Monsieur le rapporteur, vous êtes exprimé sur ce point. Monsieur le ministre, avis favorable du gouvernement. Je mets aux voix l'amendement numéro 8. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 13 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons à l'article 14. J'ai sur l'article 14 plusieurs amendements. Et tout d'abord, un amendement numéro 9 de la Commission de la production que Monsieur le rapporteur va nous présenter. Oui, Madame le Président, c'est un amendement de forme et qui corrige également une erreur de décompte et d'alinéa. Bien. L'avis du gouvernement est-il favorable? Alors le gouvernement est favorable. On est obligé de modifier parce qu'il semble que la numérotation des alinéas ne soit pas la même au Conseil d'État et à l'Assemblée nationale. Et comme c'est l'Assemblée nationale qui vote, naturellement, c'est vous qui l'emportez. Bien, je mets aux voix l'amendement numéro 9. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons à un amendement numéro 10 de la Commission de la production que son rapporteur va nous présenter. Madame le Président, c'est la même chose que le précédent. Il s'agit d'éviter la confusion entre sanctions administratives et contraventions, même motif, même punition. Bien, Madame la Présidente, même punition, même motif, même avis. Merci. Avis favorable du gouvernement. Qui est pour l'amendement numéro 10? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 11 de la Commission. Monsieur le rapporteur. Purement rédactionnel aussi, pour être cohérent avec celui qui a déjà été voté. Avis favorable du gouvernement. Je mets aux voix l'amendement numéro 11. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 12 de la Commission. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, même chose qu'un des amendements précédents. Sur l'article précédent, cet amendement vise à faire s'écouler systématiquement un délai d'un mois pour laisser l'industriel présenter ses observations avant que le ministre n'ordonne la sanction. Avis favorable du gouvernement. Je mets aux voix l'amendement numéro 12. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 14 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons à l'article 15. Sur l'article 15, j'ai plusieurs amendements. Et tout d'abord, un amendement numéro 13 qui provient aussi de la Commission de la production. Je donne la parole à son rapporteur. Oui, là encore, il s'agit d'un amendement de forme qui corrige une erreur de décompte des alinéas pour la même raison. Quel est l'avis du gouvernement? Madame la Présidente, dans la mesure où le second est en même temps le dernier, je me rallie au dernier. Bien, l'avis du gouvernement est favorable. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement numéro 13 est adopté. Amendement numéro 14 de la Commission de la production. Monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement précise le délai dans lequel une personne ayant transmis en retard les informations exigées conformément à l'article 9 doit présenter ses observations au ministre. Il est apparu nécessaire que ce délai soit court puisqu'il s'inscrit dans une procédure visant à sanctionner un retard. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Favorable, Madame la Présidente. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 14 accepté par le gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 15 de la Commission de la production. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Cet amendement poursuit un double but. Il vise d'abord à aligner les procédures prévues aux articles 15 et 16 du projet de loi pouvant déboucher sur la condamnation à une astreinte. Deuxièmement, il vise à réduire la durée de la procédure de l'article 15 en fixant à 8 jours le délai accordé aux opérateurs par le ministre de l'Industrie pour satisfaire leurs obligations. En clair, lorsqu'une personne ne produit pas les informations demandées par le ministre dans un délai que le décret pourra ultérieurement fixer à 1 mois, cette personne dispose d'un premier délai de 8 jours pour présenter ses observations à l'autorité administrative, puis d'un second délai de 8 jours pour satisfaire à ses obligations. C'est à l'expiration de ce second délai que l'astreinte commencera à courir. Quel est l'avis du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, nous sommes d'accord avec cet amendement parce que c'est une protection supplémentaire.
je recite une nouvelle fois M. Bataille, contre des sanctions administratives qui pourraient être prononcées trop hâtivement, même si ce n'est pas l'habitude de l'administration, en particulier parce que la non-communication des informations pourrait relever d'une négligence plutôt que de la volonté de ne pas communiquer. Et donc c'est l'occasion, au travers de ce délai, de permettre de s'exprimer dans ce sens. Donc avis favorable, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix l'amendement numéro 15 qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 15 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons à l'article 16, pour lequel j'ai un amendement, l'amendement numéro 16 de la Commission de la Production. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, cette nouvelle rédaction vise d'abord à aligner les procédures prévues aux articles 15 et 16. Il précise également que l'opérateur concerné dispose d'un délai de 8 jours pour mettre fin à son opposition à tout contrôle. Monsieur le ministre? Même avis que tout à l'heure favorable, Madame la Présidente. Merci. L'amendement numéro 16 ayant reçu un avis favorable du gouvernement, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 16. Qui est pour? Qui est contre? L'article 16 est adopté. Nous arrivons à l'article 17. Je n'ai pas d'amendement sur l'article 17. C'est le même vote, même vote, même vote. L'article 17 est adopté. Article 18, même vote, même vote. Il est adopté. Article 19, même vote, il est adopté. Article 20, même vote, il est adopté. J'en viens à un amendement, l'amendement numéro 17 de la Commission de la Production. Je donne la parole à son rapporteur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, ce sera la cerise sur le gâteau. Il s'agit de changer le titre. Le titre actuel du projet de loi est trop réducteur car il vise que le commerce des produits chimiques précurseurs. Or, les directives et règlements européens portent sur le commerce et la fabrication de toute substance susceptible d'être utilisée pour produire illégalement des stupéfiants, des psychotropes, et visent donc à la fois les produits précurseurs stricto sensu, produits très proches du produit fini, et plusieurs produits chimiques essentiels servant principalement de solvant dans le processus de fabrication de la drogue. Quel est l'avis du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, si Monsieur le rapporteur le permet, je ne crois pas que le titre qui était retenu soit réducteur, il était synthétique. Donc vous avez choisi un titre analytique. Le gouvernement est prêt à se rallier à votre proposition. Le gouvernement? Pardon, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer? Avis favorable. Bien. Alors, le gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement numéro 17 concernant le titre du projet de loi. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je ne suis saisie d'aucune demande d'explication de vote sur l'ensemble du projet de loi. Je mets donc aux voix l'ensemble de ce projet de loi. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en avons terminé, Monsieur le Ministre. Oui, je voudrais remercier l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce qu'on a fait vite qu'on n'a pas fait bien. Je crois que c'est quelque chose d'important et je remercie les parlementaires. Merci. Prochaine séance, mercredi 13 mars à 9h, déclaration du gouvernement.